Voilà, c'est bon. Mais t'as raison, mais moi je suis pour même qu'on les achète tous vraiment. Mais c'est juste qu'en terminale, j'avais l'habitude d'acheter tous les Super, il y a que Salut, ça va?
Salut. On va attendre 21 h pour commencer, hein. On attend qu'il y a les autres qui arrivent pour commencer le dé sur le Covid. Allez, on attend 21 h et on va commencer le dé. Allez, il est 21 h. Donc, vous m'entendez tous bien? Alors, donc, dans cette... Ok, ça va, super. Donc, dans cette dé, on va étudier principalement des techniques de co-immunolocalisation de Western blot. Il y aura une technique d'immunohistochimie et une technique un peu plus exotique. Vous allez le voir, c'est le pulse chess. C'est la dernière expérience qui est un peu compliquée à interpréter quand on ne l'a jamais fait, mais une fois qu'on la connaît, c'est assez facile. Donc, juste comme tous les ED, vous avez une petite introduction qui vous parle un peu de la maladie qu'on va étudier. Généralement, cette introduction, elle n'est pas intéressante puisqu'elle elle nous aide à rien à répondre aux questions, mais voilà. Donc, le coronavirus est un rétrovirus qui a franchi la barrière spécifique de l'espèce par zoonose pour contaminer les populations humaines. Il est à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu sévère qui se caractérise par une dyspnée qui peut aboutir à un coma dans un contexte hypoxémique. Donc ça, c'est du blabla, il ne faut pas tellement s'y intéresser. On s'intéresse à la protéine ORF9B, une protéine du virus. Donc, vous savez qu'un virus, comment c'est constitué? Vous avez le génome viral qui est entouré par une capside, ce qu'on appelle une capside, en réalité, c'est des lipides, et tout ça, c'est entouré par une membrane d'enveloppe qui contient des protéines. Donc, dans l'expérience numéro 1, on transfecte de l'eau de lignée humaine de cellules épithéliales de poumon avec deux plasmides. Un plasmide codant pour la protéine ORF9B et un plasmide codant pour aucune protéine humaine. C'est une condition contrôle. Vous savez que c'est très important pour que les expériences soient interprétables et qu'on puisse porter une critique dessus. Il faut avoir un contrôle. Donc, on analyse les cellules en immunofluorescence avec des anticorps anti-MAVS, anti-TIM
et anti-ORF-B. Donc, lorsqu'on vous parle d'immunofluorescence, il faut avoir des bonnes connaissances sur les marqueurs. Alors, un marqueur de la mitochondrie, ça pourrait être TIM, puisque c'est une protéine qui est spécifique de la mitochondrie. Par contre, un marqueur anti-MAV, ça pourrait être un marqueur à la fois du peroxysome et de la mitochondrie. On retrouve cette protéine dans les deux organites. Par exemple, la nucléoside diphosphate, vous allez le voir, c'est un marqueur du Golgi. Donc, il y a plein de petits marqueurs qu'il faut connaître. En général, on utilisera l'actine pour le noyau et la GADPH, l'actine pour le cytosol et la GADPH pour le noyau. Bon, vous verrez ça dans les chapitres 8 et 9, normalement. On mesure ensuite l'activité de la protéine DRP1. Donc, on a deux techniques, une technique d'immunofluorescence et une technique qui n'est pas précisée ici, mais qui permet de déterminer l'activité de la protéine. On vous a présenté les résultats ici. Lorsqu'on transfecte le plasmide contrôle, on voit que MAVS, elle marque à la fois la mitochondrie et le réticulum endoplasmique. Oui. Ok. Elle marque aussi le réticulum endoplasmique parce que vous savez que la mitochondrie, elle forme avec le réticulum endoplasmique une MAMS. Cette MAMS, elle contient donc la protéine MAVS, mais elle contient aussi d'autres protéines comme alors, j'ai pas les protéines en tête. Mais elle contient aussi des mitofusines. Elle contient lorsqu'on marque avec l'anticorps anti-TIM, on détecte uniquement les mitochondries. Donc ça apparaît un peu évident puisque TIM elle est exprimée seulement par la mitochondrie. Et lorsqu'on marque par la protéine ORF9B, on voit un marquage dans les mitochondries et on voit aucun marquage dans la condition contrôle. Donc, cette troisième bande, elle est très intéressante puisqu'on peut dire à partir de ça que notre expérience de transfection, elle a bien marché puisque notre cellule qui a été transfectée avec le plasmide, elle exprime bien la protéine ORF9B. Et on peut dire autre chose, que la protéine ORF9B, elle est localisée dans la mitochondrie. Donc, première question. Ah, pardon. Il y a aussi la deuxième expérience, mais on va revenir sur ça juste après. Donc, à propos de la technique numéro 1, une perméabilisation est nécessaire pour détecter MAVS. Alors, on vient de voir que MAVS, on l'a détecté dans la mitochondrie et à proximité du réticulum endoplasmique. Donc, c'est une protéine qui est à l'intérieur de la membrane plasmique. Donc, pour que l'anticorps marqué en fluorescence il pénètre dans la cellule et il reconnaisse l'épitope de MAVS, il doit y avoir nécessairement une étape préalable de perméabilisation de la membrane par des détergents. Donc ici, on doit bien perméabiliser la membrane pour détecter MAVS. Donc la réponse A, elle était juste. B, une perméabilisation est nécessaire pour détecter TIM. C'est le même raisonnement. TIM, c'est à l'intérieur de la membrane plasmique. Donc, pour que l'anticorps y pénètre, il faut qu'il y ait une perméabilisation. Une perméabilisation est nécessaire pour détecter ORF9B. Là aussi, c'est le même raisonnement. ORF9B, il est situé à l'intérieur de la membrane, donc perméabilisation. La seule fois où on ne fait pas de perméabilisation, c'est lorsque on utilise un anticorps qui va reconnaître l'épitope d'une protéine transmembranaire. Il faut que cet épitope il soit situé en extracellulaire. OK. La protéine MAVS est insérée dans la membrane interne de la mitochondrie. C'est faux. Elle est reconnue, elle est insérée dans la membrane externe de la mitochondrie. Elle permet un mécanisme de défense antiviral, puisqu'on sait que lorsqu'il y a une infection par un virus, il y a libération d'un ARN double brin. Cet ARN double brin, il va activer une protéase qui va activer MAVS, qui va enclencher la voie de l'inflammasome par l'intermédiaire du NF-κB. La protéine MAVS est un marqueur spécifique de la mitochondrie. C'est faux, puisqu'on voit dans la figure 1 au 5 que MAVS est situé aussi dans la membrane du peroxysome. OK. Question numéro 2.
Alors, je vous enverrai la correction après. Je n'ai pas réussi à la mettre question par question, mais je vous l'enverrai après. Question numéro 2. La protéine ORF9B a une localisation nucléaire. Eh bien, c'est faux, puisqu'on voit ici qu'avec un anticorps anti-ORF9B, on détecte les mitochondries. Donc, on détecte les mitochondries. Donc, la protéine ORF9B, elle est plutôt pas mitochondriale, mais dans la mitochondrie. Est une protéine d'origine virale. Ben, ça, c'est vrai, puisqu'on a vu que c'est la protéine de la membrane d'enveloppe du Covid. Donc, c'est une protéine qui est d'origine virale. Alors, elle augmente probablement la fragmentation du réseau mitochondrial. Pour répondre à cette question, il faut se référer à la technique numéro 2. On vous quantifie l'activité de DRP1. Vous savez que DRP1, c'est une protéine de fragmentation de mitochondrie, mais aussi du peroxysome, avec 3 autres protéines, FIS, GDAP et TMEM. Et on voit que, dans la condition, que pour la condition plasmide ORF9B, on a 50% de l'activité de DRP1, alors que pour la condition contrôle, on a 100%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en présence de la protéine virale du Covid, on a moins de fragmentation du réseau mitochondrial, donc on a des mitochondries qui seront plus longues. Donc, pour répondre à la question, pour revenir à la question, augmente probablement la fragmentation du réseau mitochondrial. Ben, c'est faux, c'est diminue la fragmentation. Donc, la protéine ORF9B diminue l'activité de DRP, ben, ça c'est évident, parce qu'on a 50% contre 100%. Pourrait probablement être à l'origine d'un défaut de division des peroxysomes. Bah oui, puisqu'on sait que les peroxysomes, leur mode de réplication, il est basé sur l'allongement, puis la constriction, puis la séparation. Et on a à chaque fois des protéines et des lipides aussi qui sont impliqués dans ces mécanismes-là. Donc, si on a DRP1 qui est inactive, ben, les peroxysomes aussi, ils auront des problèmes de dynamique. OK. C'est bon pour les 2 premières questions? Ouais. Je pense que c'est bon. OK. Alors, expérience numéro 2. Quand on donne le nom des cellules, ce n'est pas la peine de vous attarder dessus. C'est pour un peu vous perturber. Donc, on va transfecter ces cellules respectivement avec un plasmide contenant la séquence codant la protéine ORF9B ou le plasmide vide correspondant, en présence ou non de suxamétonium, un inhibiteur de l'ubiquitine ligase. Et on va rajouter une condition MG132, un inhibiteur du protéasome. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 plasmides, donc on cultive 2 cellules, et ces cellules, on les soumet à des inhibiteurs. Donc on va combiner les inhibiteurs, voir l'effet d'un inhibiteur en présence de l'autre, en l'absence de l'autre, et interpréter les Western blots. Les cellules sont cultivées 24 heures, puis les cellules sont lysées. On extrait les protéines totales, puis on fait un Western blot avec un anticorps anti-actine, anti-DRP1 et anti-ubiquitine DRP1. Donc, on a 3 anticorps. Un anticorps qui reconnaît l'actine pour notre témoin de charge, parce qu'on sait que lorsqu'on fait un Western blot, il faut toujours avoir un témoin de charge pour nous dire que notre extraction elle était bonne. Parce que si vous extrayez les protéines totales d'une cellule et vous ne reconnaissez pas l'actine, ça sous-entend que votre extraction elle n'est pas bonne. On analyse ensuite l'adhésion des CPB, donc les cellules de parenchyme bronchique, en mesurant la résistance transépithéliale des cellules transfectées avec les 2 plasmides. Donc, rappelez-vous, la résistance transépithéliale, on la voit dans un schéma du chapitre 2, donc la figure 19 du chapitre 2, on voit que c'est le pourcentage de jonctions serrées qui est à l'origine de la résistance transépithéliale. C'est juste un rappel, mais ça ne nous intéressera pas ici. Donc, on voit ici le résultat du Western blot. Donc, on voit que dans la condition contrôle sans inhibiteur, on a donc en l'absence de suxamétonium et en l'absence de MG132, on a la protéine DRP1 qui est exprimée. On a une partie, un petit pourcentage de la protéine DRP1
qui est ubiquitinylé. Et ensuite, on a l'actine qui est reconnue. OK? Dans la condition ORF9b en présence de MG132, c'est-à-dire en présence d'un inhibiteur du protéasome, on voit que la quantité de DRP1 ubiquitinylé, elle est plus importante que dans la condition contrôle. Alors, juste, on peut comparer ces deux conditions, bien qu'ici on n'a pas de MG132 alors qu'ici on en a, parce que ici on met du MG132 seulement pour ne pas fausser l'expérience. On veut savoir réellement on veut savoir réellement qu'est-ce qui on veut savoir réellement la quantité de DRP1 ubiquitinylé. Donc pour quantifier réellement cette proportion-là, on inhibe le protéasome. Comme ça, les protéines qui seront ubiquitinylées ne seront pas dégradées. Donc on va les reconnaître. OK. Ensuite, on voit que la résistance transépithéliale, elle est la même dans les deux cas. Voilà. On va voir à quoi ça va nous servir. Donc, la technique numéro 3. Donc, la technique numéro 3, je vous rappelle que c'est un Western blot. Donc, la technique numéro 3, elle met en évidence de l'ADN. C'est faux. Alors, un petit rappel sur les blots. Western blot, ça détecte les protéines. Northern blot, ça détecte l'ARN. Southern blot, ça détecte l'ADN. Et Eastern blot, ça détecte les hormones, les métabolites, etc. Donc, mettre en évidence l'ADN, c'est faux. Elle utilise des anticorps primaires, bah oui, c'est vrai, pour la détection. Par contre, elle n'utilise pas d'anticorps secondaires, contrairement à l'immunohistochimie. Donc, elle permet d'étudier la localisation des protéines détectées. C'est faux. Les techniques qui permettent de localiser les protéines, c'est soit la coimmunolocalisation, soit l'immunohistochimie. Elle utilise des anticorps de coimmunoprécipitation, ben c'est faux. Ici, c'est des anticorps tout simples de Western blot. L'actine sert de témoin de charge. Bon, ça, c'est vrai, on le sait. OK, question numéro 4. La protéine DRP1 est synthétisée de manière endogène par les cellules CPB. Ben, ça, c'est vrai. On voit que dans une cellule CPB, donc on va prendre la cellule CPB contrôle, l'anticorps anti-DRP1. Avec l'anticorps anti-DRP1, on obtient un marquage. La protéine DRP1 est une protéine cytosolique. Ça, c'est vrai. C'est une protéine cytosolique, mais qui participe à la fragmentation des mitochondries. Donc, il existe une dégradation basale de DRP1 pour les cellules CPB contrôle. Ben oui, on le voit, puisqu'il y a une partie ubiquitinylée. Donc, s'il y a une partie ubiquitinylée, c'est forcément que derrière, il y aura une dégradation par le protéasome. Par rapport à la condition contrôle, la protéine DRP1 est dégradée de manière plus importante en présence de ORF9, la quatrième condition. Donc, on voit que dans les mêmes conditions, que ce soit pour la condition de contrôle ou la condition ORF9b, on voit qu'il y a une plus grande proportion qui est dégradée dans le protéasome et il y a une plus petite fraction de protéines DRP1 non ubiquitinylées. Donc, ça montre qu'il y a une plus grande dégradation de DRP1. Et c'est en accord avec les résultats qu'on avait retrouvés à l'expérience numéro 1. OK. La protéine DRP1 est plus rapidement dégradée en présence de ORF9b pour la condition succinylméthonium+. Alors, donc, dans la condition succinylméthonium+, on voit que la protéine DRP1, elle n'est pas du tout dégradée. Donc, ce qu'on peut se dire à partir de cette expérience, et en sachant que le succinylméthonium, c'est un inhibiteur de l'ubiquitinylase, que le problème de la protéine virale, c'est d'augmenter l'ubiquitinylation, mais pas d'augmenter l'activité du protéasome. Ça veut dire que si on avait inhibé le protéasome, l'ubiquitinylation, elle serait toujours très élevée. Si on avait eu l'ubiquitinylase, là, le pourcentage de protéines DRP1 basale, il serait normal.
OK. Alors, question, donc, la réponse E, elle était juste. Question numéro 5. La quantité de DRP1 ubiquitinylé en présence de ORF9B est plus importante en présence de ORF9B par rapport à la condition contrôle. Bon, ça, c'est vrai, on l'a vu. L'absence de marquage pour DRP1 ubiquitine en présence de suxaméthonium était attendue pour les pistes 3 et 4. C'est vrai, puisqu'on sait que le suxaméthonium, c'est un inhibiteur de l'ubiquitinigase. Donc, si on l'inhibe, c'est forcément qu'on aura moins de DRP1 ubiquitine. La protéine ORF9B stimule l'activité protéasique du protéasome. Ben non, c'est faux, puisque dans le Western blot, on voit que en présence, non pardon, qu'on voit que la condition ORF plus, pardon, moins, attends, que la condition ORF9B moins, elle est égale à la condition ORF9B en présence de l'inhibiteur du protéasome. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que la protéine ORF9B, ça sous-entend en fait que le protéasome, il n'a rien à voir dans cette histoire, puisqu'on voit qu'on l'inhibe ou qu'on ne l'inhibe pas, le taux de protéines non ubiquitinylées ou ubiquitinylées, eh ben, il est le même. Quand on compare les conditions 2 et 5, on voit qu'on retrouve la même chose. Donc le protéasome n'est pas impliqué. Par contre, on peut affirmer que la protéine ORF9B, elle stimule probablement l'ubiquitinigase. Donc D, la protéine ORF9B oriente les protéines DRP1 vers une dégradation par le protéasome. Donc à partir du moment où on a déterminé que son action elle était sur l'ubiquitinigase, on peut dire que c'est vrai. Les résultats de ce Western blot sont cohérents avec les résultats obtenus par la technique numéro 2. Ça, c'est vrai, puisqu'on voit que, on a vu dans la technique numéro 2 que l'activité de DRP1 a été diminuée en présence de ORF9B. OK. À propos de la technique numéro 2, la résistance transépithéliale est conditionnée par la présence des jonctions serrées. Donc ça, c'est vrai. C'est la figure 19 du chapitre 2. Donc, on peut dire oui. L'ubiquitinylation des occludines entraîne leur endocytose. Donc ça, c'est un schéma dans le chapitre 4 qui montre que l'ubiquitinylation, c'est un signal d'endocytose. Alors, je vais vous dire la figure exacte. C'est la figure 15 du chapitre 4. La résistance transépithéliale est la même pour les cellules transfectées avec le plasmide ORF9B et le plasmide contrôle. Donc, si on regarde, on voit qu'elle est la même. En considérant l'ensemble des résultats des expériences 1 et 2, on peut affirmer que la protéine ORF9B augmente la dégradation de DRP1 par stimulation orientée de l'ubiquitinylase contre DRP1. Mais c'est vrai, parce que c'est bien orienté, puisqu'on a vu que la résistance transépithéliale entre les plasmides contrôle et les plasmides ORF9B, elle était la même. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que les protéines de la jonction serrée, ils ne sont pas ubiquitinylés. Donc, ils restent dans la membrane. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que lorsque la protéine ORF9B infecte une cellule, elle entraîne une ubiquitinylation orientée vers DRP1 et pas vers les autres protéines de la membrane. Donc, question numéro E. L'activité stimulatrice de ORF9B entraîne une ubiquitinylation d'ensemble des protéines membranaires. Ben, c'est faux, puisqu'on voit que à partir de la résistance transépithéliale, que les occludines sont probablement ubiquitinés de la même manière dans les deux cellules. Et donc, l'activité stimulatrice de ORF9B, elle est seulement dirigée contre DRP1. OK, il n'y a pas de questions? Tu peux redire pourquoi c'est pas tout. Alors, on va continuer. Alors, si ça avait été toutes les protéines, on aurait aussi les occludines. Si ça avait été toutes les protéines, on aurait aussi les occludines qui auraient été ubiquitinylées. On est d'accord?
Maintenant, si les occludines ils auraient été ubiquitinylés, ils auraient été endocités. Donc, ils n'auraient plus été présents dans la membrane. S'ils n'auraient plus été présents dans la membrane, la résistance transépithéliale, elle aurait dû diminuer. Or, on voit ici que la résistance transépithéliale, elle est la même. Donc, ça sous-entend que les protéines de la membrane, elles ne sont pas concernées par cette surstimulation de l'ubiquitinase. C'est bon ou c'est pas bon? Bon, je considère que c'est bon. OK. Pardon. ORF9b possède 9 domaines TPR, donc des domaines tétraricopeptides, au niveau de son extrémité C-terminale. Bon, c'est des termes un peu scientifiques, mais retenez juste que c'est peut-être probablement les sites actifs de la protéine du virus. Afin de déterminer l'implication de ces domaines dans l'ubiquitination de DRP1, les plasmides codant les séquences suivantes ont été créés. Donc, on a en fait créé des protéines qu'on appelle chimériques, c'est-à-dire qu'on a pris une protéine normale, on l'a coupée où on voulait, et on en a fait des séquences, on a pris les séquences qui nous intéressaient. Donc, ici, on a fait 3 protéines modifiées. Donc, une protéine qui n'a pas été modifiée, mais à qui on a rajouté la séquence de la GFP. Donc, je vous rappelle que la GFP, c'est Green Fluorescent Protein. Donc, c'est une protéine fluorescente qui donne un marquage vert fluorescent au microscope. Et on le met en fin de séquence ou en début de séquence, ça dépend. Si c'est une protéine qui est adressée au réticulum endoplasmique, on va la mettre en fin de séquence parce que si on la met en début de séquence, eh ben, ça va être clivé et ça va complètement biaiser notre expérience. Et pour le reste des protéines, on peut le mettre soit au début, soit à la fin. Ça dépend où elles sont clivées. Par exemple, pour un signal d'adressage à la mitochondrie, donc un signal de type 2, il me semble, ou un signal de type 1. Voilà, le signal type 1 en N-terminal, il va être clivé. Donc, dans ce cas-là, on va mettre en C-terminal. OK. Donc, le deuxième plasmide, c'est un plasmide qui contient seulement la partie N-terminale de ORF9b à laquelle on a associé la séquence de la GFP. Et le troisième plasmide, c'est la protéine ORF9b, mais seulement dans sa partie C-terminale et à laquelle on a rajouté la séquence de la GFP. On réalise une expérience de Poole-Stiez qui consiste à modéliser la quantité d'une protéine dans le cytosol en fonction du temps pour la protéine DRP1 pour les 3 plasmides. Alors, je vous explique un peu la technique de Poole-Stiez. Dans le Poole-Stiez, on a 2 phases, Pulse et Stiez. Pulse, ça veut dire qu'on injecte une quantité de radioactivité pendant un temps donné. Donc, on va mettre, par exemple, pendant 1 heure, un acide aminé radioactif dans le cytosol. Cet aminé radioactif va être incorporé dans les protéines. Ces protéines, elles vont donner un marquage. Ces protéines, elles vont donner un marquage. Et au bout d'un moment, comme ces protéines, elles subissent un turnover, puisqu'elles sont dégradées dans le protéasome, elles sont peut-être exportées, ce signal, il va diminuer. Et ce signal, il va diminuer puisqu'on a arrêté d'apporter des acides aminés radioactifs. Et donc, en fait, cette technique, elle permet à partir de ce que je vous ai dit, d'évaluer en fait le turnover des protéines dans la cellule, en fait. Savoir à partir de quel moment une protéine elle va être dégradée, en combien de temps le stock de protéines il est dégradé, etc. Donc ici, on vous présente les résultats. Donc pour la condition contrôle, on voit que la protéine DRP1, elle est dégradée quasiment complètement au bout de 24 heures. En présence de la partie N-terminale, on voit que la dégradation de DRP1... Pour s'amuser, c'est... J'ai pas entendu. Alors, la quantité donc, en présence de la partie N-terminale de la protéine ORF9b, on voit que
la, la protéine elle est dégradée plus rapidement. En présence de ORF9B total, ben forcément, elle est aussi dégradée plus rapidement. Et on voit qu'en présence de la partie C-terminale de ORF9B, on a le même profil de dégradation que la condition contrôle. OK. Donc, question numéro 7. La protéine ORF9B est N-glycosylée. Donc, la protéine de ORF9B, elle ne peut pas être N-glycosylée puisqu'on a dit qu'elle était co-immunolocalisée dans la mitochondrie. Donc, si elle est dans la mitochondrie, elle ne peut pas être glycosylée tout simplement. La protéine ORF9B, c'est glycosylée. C'est faux aussi. Et par contre, j'ai un doute si elle peut être euglycosylée. Il faudrait que je demande. Je ne sais pas si c'est la même règle que pour les protéines cytosoliques. OK. Donc, A et B, faux. C, l'ARNM de la protéine ORF9B comporte 296 ribonucléotides. Donc, ici, on voit que la protéine ORF9B totale, elle possédait 98 résidus d'acides aminés. Si on fait 98 fois 3, eh ben, on obtient 296. Parce que vous savez, on obtient 294, donc c'est faux. Je ne sais pas pourquoi j'ai été aussi méchant ici, mais donc c'est faux, pardon. Parce que vous savez qu'un triplet de nucléotides code pour un acide aminé, donc vous avez dû sûrement le voir en UE1 avec Gaber, avec le code génétique. La protéine ORF9B est une protéine de la matrice mitochondriale. Ça, c'est faux. On a vu qu'elle était localisée dans la membrane de la mitochondrie. En effet, on voit qu'ici, le marquage est plutôt membranaire pour les mitochondries. La protéine ORF9B est codée par le génome mitochondrial. Ben, c'est faux, on revient sur les questions du début, puisqu'on a vu que c'était une protéine qui était d'origine virale. Et on sait que les seules protéines qui sont codées par le génome mitochondrial, c'est les 13 protéines de la chaîne respiratoire. En sachant que ces 13 protéines, ils vont former les 5 complexes de la chaîne respiratoire, et seulement le complexe 2 il est formé uniquement à partir de protéines qui proviennent purement du génome mitochondrial. OK. Donc, question numéro 8. À propos de la technique de Poulschiez, la condition contrôle sert de témoin de l'expérience. Et bien là, c'était un piège. C'était une question piège, puisqu'en général, on prend la condition contrôle comme contrôle, mais ici, ce n'est pas la condition contrôle qui va nous servir de témoin. Ici, ça va être le marquage, la quantité de protéines à l'initiale. Parce qu'on peut se douter que si on n'a pas la même quantité de protéines au début, eh ben, la dégradation elle sera sûrement plus rapide dans les cellules où on a moins de protéines au début. Donc, en fait, notre référentiel, ça va être le marquage au temps T0. B, plus de la moitié de la quantité de DRP1 est détruite au bout de 8 heures pour la condition contrôle. Ben, on voit qu'au temps T0, on a un gros marquage. Au temps T égale à 8 heures, on a à peu près la moitié du marquage, donc on peut dire que c'est vrai. Le turnover des protéines DRP1 est le même pour les plasmides ORF9B total et ORF9BN. Donc on voit, alors on va comparer les conditions. Ici, on a ORF9B, seulement la partie N-terminale de ORF9B. Et ici, on a ORF9B total. Et on voit que le profil de dégradation, il est sensiblement identique. Donc, on peut dire qu'ils ont le même profil de dégradation. Le turnover des protéines DRP1 est le même pour les plasmides ORF9BC et le plasmide contrôle. C'est vrai, on voit qu'ils ont le même profil de dégradation. Donc, a priori, la partie C-terminale de la protéine, elle ne serait pas, entre guillemets, pathogène. Elle ne sert à rien dans le mécanisme de l'infection du virus. C'est probablement l'extrémité N-terminale de ORF9B qui est responsable de la dégradation de DRP1. Ben oui, c'est vrai, puisqu'on voit que la partie N-terminale de la protéine ORF9B, elle a le même effet
que la protéine ORF9b dans sa totalité. Donc, c'est a priori cette partie N-terminale responsable de la stimulation de l'ubiquitine ligase contre DRP1. Voilà, c'est la fin de l'ED. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non? Ok. Ben, bon courage pour la suite. Merci. Si vous avez des questions, envoyez-moi par message ou comme vous voulez. Voilà. Je vous envoie la correction. Enfin, Dan, il vous enverra la correction normalement. Pas de souci. Au revoir. Alors, les partiels, c'était bien? Ouais, les partiels, ça va, c'était bien. Aujourd'hui, on a eu un sujet de rédaction. C'était sur la pandémie. Hier, on a eu les 10 matières. Enfin, on a eu la majorité, on a eu 8 matières. Mais voilà, sinon, ça va. Ça va. C'était sur tablette. Tu te sens bien? Hein? Ben, en vrai, j'ai les résultats en juin. Et ouais, ça va. De toute façon, il faut avoir 10. Et si tu n'as pas 10, c'est les rattrapages. Donc, c'est détente. Hein. C'est pas comme la PACES. Voilà. Bon, ça va, merci. Pas de souci. Au revoir. J'ai une question, tu peux rester un peu de secondes, s'il te plaît? Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux revenir juste au tout début quand on a dit que c'était une protéine membranaire, enfin, qui était dans la membrane de la mitochondrie? Alors, si elle était dans... Alors c'est vrai qu'ici, mon marquage, il est très mal fait. Parce que bon... alors, comment on fait pour le voir? C'est que si ça avait été une protéine cytosolique, eh ben, on aurait obtenu un marquage dans le cytosol pour la condition ORF9b. Or, ici, on l'a pas. Donc, on a obtenu un marquage ici, plutôt qu'à la périphérie de la mitochondrie. OK? Ici, comme on obtient ce marquage en périphérie, on peut dire que c'est une protéine de la membrane. On ne sait pas quelle membrane de la mitochondrie précisément, mais c'est une protéine de la membrane, en tout cas de la mitochondrie. Ah, ok, c'est Voilà. bon. Merci. Pas de souci. J'essaye de te répondre à ta question, normalement. J'ai envoyé à Pierre Co, j'attends qu'il me réponde. Ah oui. Au revoir.